Bonjour, bonsoir à tous. Si vous avez un petit peu l'habitude de cette chaîne, vous aurez remarqué qu'une autre de mes passions, hors du JDR, est l'écriture. C'est une chose que je ne développe pas trop sur cette chaîne, étant donné que, aller donc partager une nouvelle, c'est pas forcément facile. Ou bien même, encore pire, un roman. Et par contre, une chose que je puis vous partager ici et qui je pense peut être intéressante, c'est des petits conseils d'écriture. Je ne me prétends pas être un grand écrivain ou quelque auteur de renom qui aurait des choses qui vont révolutionner la manière d'écrire, mais toutefois, j'ai quand même quelques petites bases et quelques petites pratiques que j'ai acquises au fil du temps. Et donc du coup, à ce titre, je pense que ça peut être intéressant, d'une part, de les débriefer, et d'autre part, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer un texte. Cette fois-ci, effectivement, on va partir sur un texte qui est déjà préexistant. L'histoire que vous avez eu de conter la semaine dernière de Faron. L'histoire de Faron, donc, qui avait été contée la semaine dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait Yoka qui avait écrit cette histoire. Et justement, il l'avait écrit dans un cadre qui ne se prêtait pas vraiment à une écriture un peu plus poussée, donc c'est pour ça qu'on ne va clairement pas lui en vouloir, et en plus ce n'est pas là sa préoccupation principale. Il avait raconté assez succinctement cette histoire. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'à partir d'un texte comme ça, on va pouvoir un petit peu l'améliorer, le rendre un peu plus littéraire, pour en même temps s'en profiter pour glisser un peu plus d'informations, et surtout que ce soit moins brut, en fait, dans la tête du spectateur. Parce que, certes, lorsqu'on cherche à livrer une histoire, on se doit d'aller au sujet et de décrire ce qu'il se passe réellement, de faire l'action, toutes ces choses-là. Mais si vous avez juste un concentré d'action, eh bien, votre lecteur va se retrouver submergé sous une foule d'informations qui sont toutes utiles et il va ne plus savoir comment trier. Il est important de donner des points d'attention qui ne soient pas intéressants. Il est important de donner des points d'attention qui ne soient pas primordiaux. Ça peut paraître contre-intuitif au début, mais pourtant c'est une des meilleures manières d'amener quelqu'un dans un récit. Donnez une foule de détails, mais rendez-en seulement certains significatifs et faites-les ressortir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile de maîtriser, surtout au début. Et que moi, des fois, je réfléchis encore si jamais j'arrive à le maîtriser ou pas. C'est loin d'être gagné. Je suis parti de sa phrase, alors que son esprit s'habituait à sa nouvelle solitude, Faron redécouvrit le monde qu'il venait de sauver. J'ai cherché un petit peu plus à être littéraire là-dessus. En mettant un petit l'échine courbée, la vision trouble, le courbe souffle, l'esprit de Faron s'accommodait à sa soudaine solitude qui sapait son esprit, le torturant comme s'il eût agi d'une part de son cerveau qu'un être arrachait de sa boîte crânienne. Pourquoi le tourner comme ça et je vous rassure, hein, tout ne va pas être je vais pas lire des morceaux. Hein. Il y a une partie, là, tout ça, voilà. Ah, je suis allé loin quand même. Il y a tout ça. Oui, j'ai quand même un petit peu écrit. Ok. J'avais oublié. Parce que oui, ça date un peu, hein, 7 juillet. Alors, les Chines courbent à la vision. Hein, pourquoi donc, un être arrachait sa boîte crânienne. Référence au roi solitaire qui était à l'intérieur de son esprit. Son esprit s'accommodait à la soudaine solitude qui sapait son esprit. Voilà, sapé qui est plus fort que tout simplement l'esprit qui s'habitue. Voilà. S'accommodait parce que c'est un changement de vision sur le monde. Donc voilà, qu'est-ce qu'on utilise vocabulaire en lien avec les yeux. S'accommoder, parce que l'accommodation c'est un phénomène physique au niveau de vos yeux. Biologique, pardon. Enfin, derrière il y a une explication physique. Mais c'est un phénomène biologique qui vous permet en fait de voir de loin et de voir de près ensuite. Hop, vous faites le test. Si vous mettez votre main loin de vous, vous la regardez, elle est nette. Vous la rapprochez près de vous. Vous arrivez à faire la netteté dessus. Et derrière, ça devient flou. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le phénomène d'accommodation. C'est-à-dire que vous allez partir d'un point A, hop, ça va être net. Vous allez aller à un point B, hop, ça va être net. Et le reste va être flou. Voilà. Et vous allez accommoder pour pouvoir voir ce que vous focalisez en net. Ce texte a été écrit rapidement par Yoka, c'est ça qu'il faut considérer aussi, donc ne le blâmez pas d'une quelconque manière pour quelque formule que ce soit.
Par contre, moi j'ai eu un peu plus de temps pour me poser et pour écrire, même si je n'ai pas non plus voulu prendre énormément de temps. Je n'ai pas voulu me poser pendant des heures devant une feuille à réfléchir à l'organisation de chacun des mots. J'ai voulu en fait montrer une sorte de mise en œuvre de cette démarche d'automatisme que j'ai lorsque j'écris. Je vais chercher toujours les mêmes choses en fait quand j'écris, même si je tourne différemment, que je m'adapte en fonction du personnage qui voit l'action. Je ne vais pas faire les descriptions de la même manière par exemple. Je vais d'ailleurs faire une petite aparté à ce sujet. Lorsque vous êtes avec un personnage, que vous faites décrire une scène, que c'est ce personnage, c'est par ses yeux que votre lecteur va observer la scène en question. Vous allez varier le ton et également les mots employés suivant la personne qui regarde, donc suivant le personnage qui est en train de regarder. Ainsi par exemple, un guerrier va avoir plus des considérations techniques au niveau de la lame de celui qui est face à lui, sur sa posture, sur comment il se tient. Là où par contre, un mage par exemple va trouver instantanément sa carrure imposante, certes, mais va chercher à le jauger au niveau du mental, ce qu'un guerrier ne va pas forcément faire. Aussi, suivant le personnage que vous allez faire jouer à ce moment-là, parce qu'il s'agit tout de même d'un jeu de personnage, qu'on soit dans une nouvelle, dans un roman, dans quelque écrit que ce soit, il va falloir réfléchir à ce que le personnage, il va falloir réfléchir à comment le personnage perçoit son environnement. Quand je parle d'environnement, je parle à l'échelle large, hein. C'est justement, ça inclut les autres personnages. Ce, pour en fait rendre la chose beaucoup plus tangible. L'échine courbée, la vision trouble, le souffle court. Ici, donc, j'ai fait un choix d'un rythme ternaire pour bien marquer le fait que ça lui arrive progressivement, et surtout qu'il s'en rend compte progressivement, et également que ça le détruit. Et là, vous voyez, encore une fois, en faisant mon explication, j'ai utilisé un rythme ternaire. Les rythmes ternaires sont ultra utilisés en rhétorique, parce que c'est ce qui vous permet d'asséner 3 choses à la suite. Même si vous avez une seule idée, n'hésitez pas à en claquer de temps en temps. Parce que là, au final, l'échine courbée, la vision trouble, le souffle court, vous pouvez très bien dire... courber... vous pouvez rassembler tout ça, vous pouvez mixer tout ça sans faire un rythme ternaire. Ça n'a pas le même impact que si vous mettez paf, virgule, paf, virgule, paf, virgule. Basiquement. Donc en gros, c'est pour bien planter un décor dès le début de ce qu'on lit. Parce que sinon, alors que son esprit s'habituait à sa nouvelle solitude, Faron redécouvrit le monde qu'il venait de sauver. C'est bien écrit tout de même. Mais ça manque un petit peu de quelque chose de percutant, parce que là on est sur quelque chose qui va frapper le personnage, on n'est pas sur un petit constat du type j'ai trouvé une pâquerette dans un champ. La manière dont vous allez commencer un récit, c'est à mon sens très important. C'est ce qui peut aspirer votre lecteur, tout comme qui peut le repousser complètement. Je vais prendre quelques exemples issus de mes propres nouvelles, certaines dont j'aime bien les débuts et certaines dont je n'aime pas les débuts que j'ai mis. Parce que c'est important de voir les deux. Alors, ça c'est une série de nouvelles dont j'ai parlé dans une autre vidéo, vidéo sur Nieshrub, qui en gros explique l'histoire de de l'arrivée de cette créature de l'éther. Je suis loin d'avoir fini ces nouvelles, mais si jamais vous voulez y jeter un tour, si jamais vous voulez y jeter un tour, si jamais vous voulez y jeter un œil, je vous copie le lien ici, de manière à ce que vous y ayez accès. Voilà. Donc, je me redressais en sursaut, comme enfiévré d'une quelconque affliction foudroyante. Je me redressais en sursaut, en fait vous avez vraiment l'impression que votre personnage, il était complètement affalé, couché, et que d'un seul coup, hop, ça arrive. Donc pour ça, un rythme ternaire n'aurait par exemple pas d'intérêt ici. Dans le sens que, là on n'a pas envie de mettre quelque chose qui va
descendre le personnage graduellement, mais on a envie de mettre quelque chose qui d'un seul coup arrive. Donc dans ce cas-là, il vous faut une proposition très courte qui résume totalement la situation, sans superflu. Donc en ce sens-là, j'aime bien cette intro pour cette nouvelle-là. Voilà. Ici, celle-là, totalement autre style. Je pleurais en silence, enveloppé dans la bleuâtre brume vespérale qui couvrait toute chose en ces heures indues. Là, j'aime à la fois et à la fois pas. J'aime beaucoup cette partie-là, ici, enveloppée dans la bleuâtre brume vespérale qui couvrait toutes ces choses en ces heures indues, c'est long à dire, justement. Mais cette partie-là, je pleurais en silence, je la trouve beaucoup trop brève. Je rajouterais bien quelques termes dessus. Je le ferai plus tard, hein, je ne vais pas le faire là. Mais justement pour un petit peu mettre cette impression de lente mélancolie en place et du coup faire que le lecteur, au lieu d'être en mode c'est de l'action, soit dans de la contemplation, ce qui est différent. Alors, là, c'est justement un peu le même concept. Les arbres, aux nodules phosphorescents d'un jaune nacré chaleureux, et les brins de tla, aux clochettes d'une luminescence blanche apaisante, diffractaient leur calme teinte sur l'endroit, alors que les écrasantes chaleurs de l'astre du jour fuyaient le cratère. Longue description, mais c'est la première phrase. Et justement, tout le reste de cette nouvelle, c'est quelque chose d'extrêmement contemplatif. On parle de rêve, on parle de vision, on parle de cauchemar, on parle également de veiller jusque très tard dans la nuit en observant les étoiles. Et là, on pose un cadre. C'est complètement descriptif. Il n'y a aucune idée de ce que sont les personnages, mais on pose un cadre calme. Et du coup, ça met l'intégralité de l'idée de la nouvelle, en fait, dans cette première phase. Donc à ce sens-là, j'aime bien cette introduction-ci. Celle-là, on va la passer parce que c'est la même chose qu'un peu autre. Ici, c'est particulier. Voilà. Cette nouvelle-là, elle est écrite comme étant, en gros, une page d'un journal. Une page d'un journal qu'on aurait retrouvé, que quelqu'un aurait écrit. Et donc là, effectivement, ceci est une introduction en tant que telle à l'intérieur du livre. Parce que vous pouvez voir ici, lisez ce que j'ai à vous dire et prenez cela comme un jour pourtant. Ceci, c'est une mise en garde en fait à la lecture. Donc du coup, c'est un peu particulier et je ne vais pas vraiment m'étendre sur ça parce que là, on est plus sur quelque chose d'épistolaire et que réellement de narratif. Je pourrais faire un point sur l'épistolaire un peu plus tard, mais ici. Voilà. C'est un autre style aussi. Il était légende commune que le lac n'était qu'un miroir, que l'on pouvait traverser pour accéder à un monde aussi déformé que le reflet qui nous renvoyait. J'avoue ne pas y avoir cru, et aujourd'hui j'en doute encore, malgré la singulière expérience que j'avais vécue bien des cycles plus tôt. Là, on est en fait dans l'histoire que raconte un ancien au moment où il était jeune, qui s'est passé au moment où il était jeune. Et en fait, là, le truc, c'est que dans cette intro-là, on met juste les éléments qui vont être développés à l'intérieur de la nouvelle en tant que telle. La légende en question. Le fait que le personnage n'y croyait pas, qu'aujourd'hui il en doute encore, mais qu'il s'est passé quelque chose. Et ça va retenir l'attention du lecteur. Voilà. Tout comme si jamais vous disiez cette phrase à quelqu'un, eh bien, il vous écouterait, si tant est qu'il en a quelque chose à faire, hein, bien évidemment, mais il vous écouterait, là où si vous dites « Ah, je vais te raconter mon histoire », bah, il ne saurait pas de quoi vous allez lui parler. Tandis que là, on sait déjà de quoi vous allez parler. On sait déjà on sait plus ou moins ce qui s'est passé. On ne sait pas les circonstances, on ne sait pas les conditions autour, mais ça donne une grosse entrée en matière et on retient comme ça 20, 30, 40% de toute la nouvelle
juste avec cette phrase. Bon, je vais pas continuer mes analyses pendant super longtemps parce que là on est juste sur des analyses de première phrase. Si je continue comme ça, on va pas en finir. Mais l'idée c'est que dans votre première phrase, à mon sens, dans une nouvelle, vous allez soit glisser le rythme, soit glisser un concept qui va résumer tout le reste de la nouvelle. Voilà. Ici, j'ai choisi la version pour rester au plus fidèle du texte que Yoka avait écrit. Parce que oui, c'est Yoka qui l'a écrit. Hein. Pour rester au plus fidèle du texte que Yoka a écrit, j'ai souhaité du coup partir sur une version où je ne résume pas l'intégralité de la nouvelle, de toute manière ça n'aurait pas vraiment de sens, mais où je fais le point et je martèle sur son état actuel. Si vous vous devez de faire par l'intermédiaire d'un personnage, vous n'êtes pas obligé d'adopter son vocabulaire. Vous devez l'adopter au moment où il prend la parole, mais pas forcément au moment où vous allez raconter les choses qui lui arrivent, dans quel univers il évolue, comment est-ce qu'il perçoit les choses. Vous pouvez garder votre propre vocabulaire. Et vous avez même intérêt, parce que c'est là ce qui va donner une certaine d'uniformité à votre discours et qui ne va pas faire s'interrompre le lecteur en se demandant mais est-ce que c'est la même personne qui a écrit la phrase d'avant et la phrase d'après? Il ne va pas y avoir cette espèce de décrochement et donc ça ne va pas sortir le lecteur de l'histoire. Assez régulièrement, je fais des retours sur des phrases justement pour éviter cet effet, parce que j'ai tendance très souvent à partir dans des envolées lyriques limite, et la phrase d'après faire quelque chose d'extrêmement terre à terre. Et donc, je me dois d'homogénéiser les deux. Abaisser un petit peu le niveau littéraire de la première, parce qu'il est beaucoup trop élevé, et rehausser un petit peu le niveau de la seconde, pour les mettre en comparaison possible. Et si jamais je vais sur quelque chose d'extrêmement lyrique, je prends un temps pour redescendre, ou alors, si jamais je pars de quelque chose de de très tangible, de très réel, je mets un temps avant de partir dans une grande envolée sur la structure même de l'univers ou que sais-je encore. Petite précision aussi, vu que j'ai parlé, vu que j'ai dit que c'était Yoka qui l'avait écrit, il l'a écrit effectivement, il l'a écrit tout seul. Il ne m'a pas spécialement demandé de conseils ou ne m'a pas posé de questions. Et aussi la raison pour laquelle je me permets de le reprendre et que je ne suis pas que je dis pas oh regardez comme il écrit mal ou quoi d'une je me le permettrai pas mais de deux en fait ce qu'il faut considérer c'est qu'il l'a écrit pendant un de ses cours. Ne faites pas ça hein. C'est pas bien, je vous ai l'œil. Il l'a écrit pendant un de ses cours donc et à l'issue de ce cours, bah voilà, il l'a fini, il l'a rangé, il n'y a plus retouché ensuite. Donc en gros, il l'a écrit en, si je me souviens bien, il m'avait dit 1 heure, 1 heure et demie. Ceci, hein, je parle. Il a écrit ceci. Voilà. Et ensuite, il m'a envoyé le texte et il m'a dit, bah, faisons ce que tu veux, voilà, corrige, lis. Et donc du coup on a fait la première vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure et là on décortique un peu tout ça. Voilà, les couleurs, les formes, tout semblait flou et terne, comme si la Terre elle-même avait été dépossédée par sa force vitale. Il regarda aux alentours et vit ses compagnons d'armes, l'air aussi perdu que lui. On pose un cadre, on dit ce qu'il y a autour de soi. D'abord on est renfermé sur soi, tête baissée, dans le choc, sous le choc. Ensuite, on relève les yeux, on regarde autour de nous. Couleur, forme, ombre et lumière se fondaient en un continuum indistinguible pour l'homme. Tel si l'acte qu'il venait d'accomplir avait ébranlé la structure même de ce monde. Les regards, il jeta un œil à ses compagnons qui, d'apparence tout aussi hébétés que lui, tâtonnaient comme des aveugles en quête de quelques lueurs. Tout lui semblait vidé, épuisé, éreinté. Une faible brise vint se glisser dans ses cheveux et il frissonna à ce contact, pourtant si familier, refusant presque comme s'il lui agit des derniers restes de l'esprit du roi solitaire que Zélatolé balayait. Alors, beaucoup de choses à décortiquer. Là, cette partie-là, la faible brise, c'est en fait, typiquement, c'est le courant d'air qui vous ramène à la vie, c'est une métaphore en gros,
d'un second souffle, qu'on aurait une nouvelle vie. Voilà. Offrir des temps de pause à votre lecteur est aussi fondamental. En effet, si jamais vous faites une description d'action, comme je l'ai dit, que vous enchaînez les actions, et que la personne qui vous lit se trouve à tout le temps prendre l'action dans la figure, déjà, vous allez énormément concentrer votre récit, et du coup, là où vous auriez un récit qui pourrait tenir en beaucoup plus d'espace, et qui soit beaucoup plus agréable à lire pour la personne qui est face à vous, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très petit, de très dense, et que la personne, malgré cette densité, ne va pas forcément avoir envie de lire jusqu'au bout. Là où si vous rajoutez des précisions, si vous rajoutez des détails, si vous rajoutez des descriptions, vous allez avoir le temps d'instaurer des moments de pause, même au cœur des batailles, même au cœur de l'action, et qui en fait, au moment où vous allez vraiment supprimer cette période de description, va vraiment faire sentir un sentiment d'urgence au lecteur, et va vraiment sentir les enjeux au niveau du personnage qui sont en train de se jouer. Si vous mettez tout le temps en fait au maximum la pression sur le personnage, bien, et que vous la faites ressentir au lecteur en mettant description d'action, description d'action, description d'action, bien, le lecteur au bout d'un certain temps va s'y habituer et ne va plus être sensible au fait que le personnage en question est en permanence éreinté sous cette masse de choses qu'il a à gérer en même temps. Alors que si vous mettez des temps de pause, et également des temps de pause de narration, bien vous allez pouvoir vraiment appuyer le fait que là, la situation est critique. Là, il doit agir vite. Ce que vous ne pourriez pas faire autrement. Là, en fait, j'ai préféré faire une énumération rapide plutôt que mettre les couleurs, les formes. J'ai mis couleurs, formes, ombre et lumière. Et ensuite, tout se fond en un continuum indistinguible. Bon, voilà, en gros, pour dire que plus rien n'a de chance, plus rien n'a de sens, on patauge dans une espèce de mélasse sans fin. Voilà, personnellement, c'était comme ça que je le voyais, plutôt que de dire tout semblait flou et terne. Mais pour en garder l'idée tout de même, je me suis dit... Désolé pour ça. Je me suis dit que le continuum indistinguible en soi était une représentation plus exacte. Parce que si jamais, mettons, vous prenez une image, vous appliquez ce qu'on appelle une moyenne dessus. Une moyenne, c'est un calcul derrière mathématique qui en gros va prendre les valeurs de tous les pixels, en termes de couleurs, et va faire la moyenne entre tous les pixels rouges, tous les pixels bleus, tous les pixels verts, et va vous ressortir, pof, une couleur. Généralement, c'est des couleurs assez ternes que ça amène. Et donc, en gros, dire que tout se fond en un continuum, moi, c'était l'idée que j'en avais derrière. L'air hagard, il jeta un œil à ses compagnons qui, d'apparence tout aussi hébétés que lui, tâtonnaient comme des aveugles en quête de quelques lueurs. Toujours revenir sur des vocabulaires, voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Travailler des liens de vocabulaire. Alors, ça vient pas au début de manière instinctive, va falloir vous forcer un petit peu et c'est normal. Et je dis pas, attention, hein, tout ce stream, je vais donner des conseils que personnellement, moi, je trouve pertinents. Mais vous pouvez totalement me dire que non, c'est naze. Chacun écrit à sa manière. Je vous explique juste, moi, la méthode que j'ai derrière pour écrire une nouvelle. Parce que c'est assez... personnellement, je vais pas dire c'est assez carré, assez réglé, mais je me laisse rarement emporter dans de grandes envolées non prévues. Voilà. Sans doute dû en partie à la manière de mon éducation très scientifique, très carrée. Bon, voilà. Donc, les liens de vocabulaire, c'est ce qu'on appelait les champs lexicaux, hein, ce que votre adoré ou détesté prof de français vous a bassiné les oreilles avec. Les champs lexicaux, en fait, ça aide beaucoup. Parce que là, pour le coup, comment est-ce qu'on fait le lien entre différentes phrases? Comment est-ce qu'on articule les choses? Pour articuler les choses, on a deux moyens. Soit on fait idée A dans phrase A, idée A dans phrase B. Sauf qu'on n'a pas de progression des idées. Et si vous revenez tout le temps au même point,
on va s'ennuyer. On va prendre un exemple. Je vais faire un stream demain. Demain, je vais stream. Ouais, je pense, ouais, c'est bien. J'aimerais bien stream quand même. Je pense que je vais le faire demain. Voilà. J'ai dit 3 phrases différentes. Aucune progression dans les idées. On n'avance pas, ça nous mène à rien. Je vais stream demain. Demain, je pense... j'aimerais bien partager un jeu vidéo quand même. Avec les viewers, ça pourrait être sympathique. Bah tiens, j'ai justement... J'ai justement Ori and the Blind Forest. Là, il y avait quelqu'un qui était venu l'autre jour sur le chat qui m'avait dit « Ouais, est-ce que tu peux en faire un let's play ?» Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé tout le long le vocabulaire du streaming. On comprend du coup que je parle de la même chose. Pourtant, j'ai dit 3 idées différentes. Je vais stream demain. J'ai envie de stream un jeu vidéo. Je vais stream du Ori and the Blind Forest. Ce qui est faux. Hein. Je n'ai pas spécialement l'intention de le faire là. Mais, voilà. Quand je vous dis les liens de vocabulaire. Parce que si jamais on va prendre une 3e situation. Je vais stream demain. Ori and the Blind Forest, j'aime bien comme jeu. Et du coup, je sais pas. J'aime bien les jeux vidéo. Voilà. Bah, on comprend pas le lien entre les 3 phrases. Bon, là, mon exemple était complètement claqué au sol, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Mais l'intérêt, en fait, d'avoir les liens de vocabulaire, d'une part, de faire bien vis-à-vis du prof de français, c'est surtout vraiment de lier des idées complètement différentes. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Ici, l'esprit de Faron s'accommode à sa soudaine solitude. Champ lexical de la vision. L'air hagard, il jeta un œil à ses compagnons qui, d'apparence tout aussi hébétés que lui, tâtonnaient comme des aveugles en quête d'une quelconque lueur. Toujours champ lexical de la vision, du regard, de la lumière. Eh bien là, l'idée c'est plus que c'est lui qui est perdu, mais ce sont les autres qui sont perdus, et lui que ça désempare de voir les autres perdus. Progression dans les idées, tout en gardant le même vocabulaire. Un de vos plus grands alliés dans l'écriture va être aussi une chose que, bien malheureusement, vous avez forcément entendu parler dans vos études et que vous n'avez pas forcément apprécié, les figures de style. Si je prends un ton aussi grave, c'est parce que beaucoup de personnes ne considèrent pas les figures de style et ne les mettent pas dans ce qu'elles écrivent, alors qu'il y en a énormément d'extrêmement utiles. Et pourtant, il y en a qui sont vraiment très simples à prendre comme automatisme à utiliser. L'exemple même est les comparaisons. On utilise tout le temps des comparaisons. Même dans la vie de tous les jours. Parce que sinon, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas décrire. On décrit énormément de choses par comparaison. Et dans vos écrits également, vous allez utiliser des comparaisons. Mais il faut varier les figures de style. Pourquoi ça? Pour la même raison que l'action, en fait. Si jamais vous faites toujours la même chose, votre lecteur va s'habituer. Et si votre lecteur s'habitue, un lecteur qui s'habitue, c'est un lecteur qui s'ennuie. Un lecteur qui s'ennuie, c'est un lecteur qui décroche. Un lecteur qui décroche, c'est un lecteur auquel vous ne pourrez pas transmettre votre histoire, quand bien même elle est intéressante. Et là, justement, tout ce qui est figure de style, et également rythme, et également tempo de narration, et également équilibre entre description et action, toutes ces choses-là vont être des renforts à l'attention de votre lecteur. Si vous mettez d'un seul coup une figure de style et qu'elle est suffisamment visible pour être sentie, le but c'est pas que la personne qui est face à vous fasse l'analyse de votre texte, loin de là. Le but c'est que la personne en face sente que là, la phrase a une certaine construction et que ça lui laisse un sentiment. Même pas que forcément elle se rende compte d'ailleurs que la phrase est construite de telle manière,
mais bien que ça lui laisse un certain sentiment. Par exemple, typiquement, j'utilise beaucoup de zeugma. Les zeugma, c'est ces fameuses figures entrelacées qui font correspondre un élément A, un élément B, avec un élément B et un élément A. Voilà, en croisé. C'est extrêmement bien pour faire passer d'une idée à une autre et en revenir à l'idée principale. Et ça donne énormément de rythme à votre texte, en tant que tel, dans cette petite partie. Parce que j'ai parlé de rythme juste avant, et effectivement, j'en parle beaucoup. Et effectivement, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais rien que sans parler d'utiliser des figures. Je viens de parler de rythme, et effectivement, j'en ai parlé beaucoup déjà, mais sans même utiliser de figures de style, vous avez la rythmique de vos phrases qui va être extrêmement importante. Les rythmes ternaires qui sont utilisés, on utilise une pléthore de rythmes ternaires, bien, sont fondamentaux, pour ne citer que. Mon dernier conseil pour cette vidéo, car oui, je vais m'arrêter là pour éviter que vous saturiez parce qu'elle a déjà été assez longue et assez dense, c'est de ne pas forcément écrire tout le temps. Il y a des moments où vous allez vous dire que vous allez écrire et ce que vous allez écrire, vous n'allez pas en être satisfait. Bien, ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous arrêtez pour le moment et vous vous y remettez à un autre moment. Je parle là de l'écriture loisir, hein, de l'écriture récréative. Si jamais c'est de l'écriture professionnelle que vous faites, bien évidemment, il va falloir vous forcer, parce que là, c'est votre travail. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, voilà, vous êtes perdu. Et j'en suis désolé. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'écriture récréative, je ne saurais que vous conseiller de faire une bonne pause si jamais les mots ne viennent pas. Et par contre, si les mots ne viennent jamais, eh bien là, c'est que peut-être la procrastination vous guette. Non, c'est de la merde ça. Je culpabilise le viewer, c'est nul. Et si jamais l'inspiration ne vient pas, les mots ne s'enchaînent pas, eh bien, en soi ce n'est pas grave. Écrivez un petit peu les idées que vous avez, même mettez-les en vrac simplement, et vous y reviendrez plus tard. Parce que un des gros avantages que nous avons actuellement dans cette époque, c'est que nous ne sommes plus sur machine à écrire. Et là où les machines à écrire avant n'autorisaient que peu de corrections, ou alors des corrections extrêmement fastidieuses, bien là, une nouvelle feuille si jamais on est sur papier, ou alors simplement une petite correction si on est sur ordinateur, et le tour est joué. Donc n'hésitez pas à écrire beaucoup. Les conseils que je vous donne, c'est pas des choses que j'ai apprises ou que j'ai. Voilà, c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc, bien évidemment, ce n'est qu'une vision de la chose et la vision d'un amateur qui découvre au fur et à mesure les choses. C'est absolument pas la vision de quelqu'un de professionnel d'établi dans le milieu. Du tout. Mais c'est quelques petits conseils que j'essaie de vous donner justement parce que, bien, je trouve que dans beaucoup de domaines, on manque un petit peu de ce côté semi-amateur, une personne qui s'est mise à une passion depuis un certain temps, qui a quelques petites ficelles à donner, mais qui n'a pas encore en fait un niveau suffisant pour pouvoir assommer quelqu'un de vocabulaire et également le perdre du coup avec ça en me faisant passer pour quelque chose de beaucoup trop grand. Oh, je ne vise personne, hein. Non, ce serait pas mon style. J'espère que cette vidéo, ce concept de vidéo de manière plus globale vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Mais dans l'inverse, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout simplement ce que je fais sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut!